À la dernière relation entre le débit et la pression artérielle, je vous disais que c'est directement proportionnel, donc c'est vrai, mais ce qui va un peu vous perturber, c'est que c'est aussi inversement proportionnel. Ce qui est rare en fait, c'est que les deux vont s'influencer. Et dans le fond, quand on y pense, c'est assez logique. Alors, ce que je vous disais à la dernière diapo, c'est si, c'est un peu mon encadré, si j'augmente le débit cardiaque, c'est quoi l'impact sur la pression artérielle? Bien évidemment, vous ne pouvez pas me dire que une augmentation du débit cardiaque va diminuer la pression. Ça, c'est complètement faux. Pourquoi? Bien, si le débit cardiaque est plus élevé, le volume en circulation est plus de sang, donc il y a un plus grand volume qui va sortir du cœur et qui va circuler plus rapidement par unité de temps. Donc, on augmente le volume sanguin, on augmente la circulation. Si j'ai plus de sang qui circule plus vite et plus fort, bien, ça augmente la pression sur les parois, donc ça augmente la pression artérielle. Donc, toute situation qui va augmenter le débit cardiaque va augmenter le volume sanguin et augmenter la pression, bien sûr. Puis l'inverse est également vrai. Si je diminue le débit, j'ai moins de sang qui circule, puis donc moins de sang qui circule, c'est moins rapide, un volume plus faible, ça diminue la pression. Donc ça, c'est la grosse logique, il n'y a pas de problème. C'est ce que je vous disais tantôt, puis là, on le fait de façon officielle. Par contre, la pression peut aussi affecter le débit. Et c'est ça, des fois, qui vous perturbe. Mais la question, si on oublie le débit, maintenant, on parle de la pression artérielle. OK? Donc, en fait, je vais le faire en haut ici. On vous dit que la relation inverse, c'est là, ici, que ça vous perturbe. Donc, si je vous dis qu'on augmente la pression artérielle, à votre avis, si la pression est très forte, est-ce que le sang circule lentement ou rapidement? La pression, c'est quand même une force. Hein? Je vous disais, une force, c'est parois, mais on peut imaginer c'est comme une main qui vous pousse. Si vous êtes le sang, je vous pousse dans le dos. Plus que je vous pousse fort, plus que vous allez avancer, vous déplacez rapidement. Donc, globalement, la pression artérielle, plus qu'elle est forte, plus que le sang circule vite. Quelqu'un qui est en hypotension, qui a une pression très faible, qui est déshydraté, qui est très faible, la pression est en dessous des normales, le sang ne circule pas vite. Donc, si la pression est forte, j'augmente la circulation. Et là, je pose la question, si la circulation sanguine est plus rapide parce que la pression est forte, est-ce que le sang revient plus? Est-ce qu'on augmente le retour veineux ou on diminue le retour? Évidemment, on augmente le retour veineux. Plus ça circule vite, plus que j'ai de sang qui revient, plus que j'ai de sang qui revient, plus qu'il y en a qui sortent, donc ça augmente le débit. Et c'est ça que je vous mélange. Parce que là, je vous dis, si le débit cardiaque est plus élevé, ben, il y a plus de sang qui roule, fait que ça augmente la pression. Puis quand je vous dis que la pression est forte, ben, ça circule plus vite, donc il y a plus de sang qui revient, donc il y a un plus grand débit. Et les deux vont s'influencer, et en fait, ça fait comme une espèce de boucle. Plus le débit est fort, plus ça monte la pression. Plus la pression est forte, plus ça monte le débit. Donc, en fait, c'est logique, ça va dans le même sens. Mais à un moment donné, il faut arrêter ça, parce que si la pression devient vraiment trop forte, ça va nous prendre des boucles de régulation pour la ramener à un niveau normal. Puis c'est ça qu'on va voir dans quelques diapos, les boucles de régulation de la pression. Puis en même temps, l'inverse est aussi vrai. Si le débit est faible, puis la pression est faible, hein, donc le débit est plus faible, moins de sang qui circule, la pression est plus faible. Puis si la pression est plus faible, bien évidemment, la pression plus faible, ça va diminuer le débit cardiaque. Puis si le débit est faible, je vous avais déjà parlé de cette boucle-là, en fait. Je vous disais que c'est une boucle, un cercle vicieux dangereux pour votre patient, puis qu'il faut intervenir parce que on le faisait de façon moins scientifique qu'aujourd'hui, mais c'était la même chose. Si, pour X raison, je ne sais pas, le cœur, insuffisance cardiaque, okay, le cœur se contracte moins fort. Donc, s'il se contracte moins fort, il y a moins de sang qui sort. Le débit est plus faible. Et si le débit est plus faible, puis j'ai moins de volume de sang dans le réseau, bien évidemment, ça diminue la pression. Puis là, je vous dis, si je baisse la pression, c'est moins fort. Ça va augmenter le débit ou moins? Bien, la circulation diminue, c'est plus lent. Et si la circulation est plus lente, j'ai moins de sang qui revient au cœur, donc ça va diminuer le débit. Puis là, si j'ai un débit plus faible, j'ai une pression encore plus faible. Une pression encore plus faible, ça circule encore moins vite, moins de retour, moins qui sort, moins de débit. Donc, cette boucle-là, est dangereuse parce que si nos boucles de régulation n'arrivent pas à remonter la pression artérielle, ben, c'est un pas en direction de la mort. Fait qu'on a des boucles qui vont nous casser, cette boucle-là, qui vont remonter la pression si elle devient trop faible. Et si nos boucles biologiques de régulation pour X raison ne fonctionnent pas, alors là, vous intervenez. Puis de façon très simple, hein, je vous avais déjà dit en capsule que vous injectez une solution intraveineuse, un soluté, vous remontez le volume sanguin, et en remontant le volume sanguin, plus grand retour, plus grand débit, plus grande pression. En fait, cet acte médical que vous faites couramment et de façon automatique, hein, c'est très simple pour vous, quand vous allez travailler, de faire ça,
mais vous ne réalisez pas à quel point vous affectez les facteurs, les paramètres de l'hémodynamique comme ça pour régler la situation. Un geste simple, mais qui va en fait affecter l'ensemble de ces facteurs-là pour justement ramener la pression à un niveau normal et faire en sorte que l'hémodynamisme du sang fonctionne tout à fait correctement. Maintenant, l'encadré du bas, là, ce n'est pas une relation entre le débit et le débit systémique et la pression artérielle, c'est la relation entre le débit et la résistance, donc une force qui s'oppose. Donc, si vous avez bien compris, ça devient très simple. La relation, contrairement à tantôt avec la pression qui était directement proportionnelle, hein, si le débit augmente, la pression augmente, mais là, si la résistance augmente, ça va faire quoi? Ça va diminuer le débit. Donc, c'est inversement proportionnel. Donc, si j'augmente la résistance, et peu importe, que le sang soit visqueux, que le sang visqueux, longueur des vaisseaux qui augmente, peu importe, la résistance augmente, ça fait en sorte qu'on va diminuer le débit. Il y a plus de friction. Donc, le débit systémique ou cardiaque va être plus faible parce que si j'augmente la résistance, j'ai moins de sang qui circule parce qu'il y a trop de friction, exemple, moins de sang qui revient. Si j'ai moins de sang qui revient, j'en ai moins qui sort, donc le débit va être affecté. Et si vous diminuez la résistance, donc le sang circule beaucoup plus facilement, exemple, une diminution des globules rouges, ça peut amener d'autres problèmes, mais généralement, si le sang est plus liquide, vous êtes bien hydraté. Si vous êtes déshydraté, le sang est moins liquide, mais si vous êtes bien hydraté, puis le sang circule bien, j'ai moins de résistance, j'ai pas d'embonpoint, donc j'ai moins de cellules, moins de vaisseaux sanguins, moins de résistance, le sang circule mieux. Et si j'augmente la circulation sanguine, ça circule mieux, j'ai plus de sang qui revient au cœur et j'augmente le débit. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que plus il va y avoir de résistance avec les facteurs qu'on a discutés précédemment, bien, moins que le débit cardiaque, en fait, plus que le débit cardiaque va être faible. Okay? Ça va s'opposer au débit cardiaque. C'est un facteur généralement qu'on ne veut pas d'un point de vue cardiovasculaire. Maintenant, la grande question, votre pression artérielle est loin d'être stable. Constamment, 24 heures sur 24, elle va fluctuer, mais comme n'importe quel paramètre dans votre corps, on veut rester en homéostasie, en équilibre. Donc, il faut rester, elle peut fluctuer, mais tant qu'on reste dans un intervalle acceptable, un peu comme la température, elle peut bouger, votre température, vous n'êtes pas nécessairement en hypo ou en hyperthermie, mais on a des moyens de la réguler. Donc, c'est la même chose. La pression artérielle, il y a des régulations, deux mécanismes de régulation, en fait, nerveuse ou hormonale, qui font en sorte qu'on va la remonter ou la baisser selon le problème pour toujours rester dans un intervalle acceptable. Et ça se fait constamment parce qu'évidemment, il y a plein de facteurs que vous vivez dans votre vie. Vous mangez pas, ça affecte la pression. Vous avez bu, pas assez bu, exercice, stress, pas de stress, peu importe. Plus tous les facteurs de l'hémodynamique qu'on a discuté dans la capsule. Donc, l'ensemble de tout ça va faire en sorte que constamment, la pression artérielle varie et on va la réajuster constamment avec les deux boucles de régulation, les deux types de boucles de régulation, évidemment. Et là, je vous avertis, jusqu'à date, c'était plus de la compréhension. Les boucles de régulation, c'est pas compliqué à comprendre. C'est un effort d'étude et de par cœur. Et donc, je vous suggère vraiment d'étudier ça d'avance, hein, pas attendre la veille de l'examen parce qu'on ne peut pas mémoriser un maximum d'informations en peu de temps. C'est plus difficile. Donc, je vous suggère vraiment de les voir d'avance et de faire attention de ne pas les inverser. Donc, j'ai une réponse nerveuse dans un premier temps qui s'enclenche, qui est très rapide, mais qui ne dure pas très longtemps et pour réguler la pression artérielle. Donc, la réponse nerveuse peut contribuer à augmenter ou diminuer la pression artérielle. Les hormones qu'on va voir font la même chose. Augmentent ou baissent la pression artérielle, mais c'est une réponse qui va prendre un peu plus de temps, donc qui va arriver généralement après la réponse nerveuse, mais l'effet va durer plus longtemps. Okay? Donc, c'est deux types de réponses qui vont dans le même sens, mais qui ont des caractéristiques un peu distinctes. On va commencer par étudier les boucles associées à la réponse nerveuse et ensuite on fera les hormones. Donc, première des choses, il y a deux stimulations possibles, sympathique ou parasympathique. Et ça a l'air un peu nounou, mais il faut toujours identifier le problème versus la solution parce que souvent, en stress d'examen, vous ne distinguez pas le problème, vous allez en sens inverse. Donc, aujourd'hui, ça va prendre plus de sens quand vous allez utiliser tous les hormones et tout. Peut-être maintenant, vous allez trouver ça un peu enfantin, mais je vous suggère quand même de le faire. Il faut toujours identifier le problème versus la solution. Donc, évidemment, si vous augmentez
En fait, si vous avez un problème de pression artérielle trop forte, vous avez une situation X qui fait que vous êtes en hypertension, bien, si je vous dis ça comme ça, la solution, est-ce que vous voulez augmenter davantage la pression artérielle ou la diminuer? On veut la diminuer. Si elle est trop forte, je veux revenir à la normale, il faut la diminuer. Donc, ma solution, c'est de la diminuer. Et ça va vous orienter non seulement dans... En fait, ça va vous aider à choisir la bonne hormone ou la bonne réponse nerveuse. Des fois, vous partez à l'envers, vous me sortez l'hormone qui augmente la pression. Parce que, ah oui, augmente la pression, j'augmente la pression, ça n'a pas de sens. Il faut toujours aller en sens inverse. Vous voulez revenir à la normale. Et à l'inverse, si ton problème est de ta pression est trop faible, pour X raison, vous êtes en hypotension, bien, la réponse biologique, qu'elle soit nerveuse ou hormonale, la boucle de régulation doit contribuer à la remontée à la normale. Puis c'est la même logique quand vous allez travailler au niveau thérapeutique. Si les boucles ne fonctionnent pas, votre patient va être hospitalisé parce qu'il va être malade. Moi, présentement, je peux être en hypertension, mais mon corps régule. Le jour qu'il ne régulera pas et qu'il n'est plus capable de faire de façon efficace les boucles que je vous présente, c'est là que je tombe malade et je vais être hospitalisé pour de l'hypo ou de l'hypertension. Vous allez utiliser des médicaments ou différentes techniques qui vont imiter la boucle. Il y a des médicaments qui vont carrément imiter l'effet des hormones qu'on va voir. C'est comme les hormones artificielles, entre guillemets. C'est pas tout à fait ça, mais ça ressemble. C'est des analogues. Et qu'est-ce que vous allez faire? Bien, c'est encore plus important de savoir le problème de votre patient et la solution. Si la pression artérielle est forte, je donne un diurétique ou un antidiurétique, bien, qu'est-ce que tu veux faire? Monter ou baisser la pression? Je veux baisser la pression. Donc, ça va vous orienter et vous allez voir, c'est pas toujours vous qui allez faire l'erreur médicale. Il y a des médecins, des fois, qui font des erreurs. Des fois, il y en a des très bons, des moins bons. Bien, si vous comprenez bien la solution du problème, vous allez être capable, justement, de détecter une erreur médicale, puis poser la bonne question. Puis c'est peut-être vous qui faites l'erreur, mais c'est peut-être l'autre, puis hop, on va réajuster, puis vous allez avoir, avec cette question-là, vous venez de faire la différence pour le patient, évidemment. Donc, c'est pas juste pour votre examen, je dirais, c'est une réflexion que vous devez constamment vous poser. Le problème, c'est qu'est-ce que je veux, donc quelle réponse biologique devrait s'enclencher, puis si la réponse ne fonctionne pas, quel type de médicament on doit utiliser ou technique, ça c'est la job de mes collègues en soins. Mais moi, je vais vous présenter aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait en termes de bio. Donc, première chose, réponse nerveuse. La réponse nerveuse, comment ça fonctionne? Bien, c'est toujours la même chose. On a des récepteurs qui vont s'activer, OK? Qui vont détecter, hein? C'est des détecteurs de problèmes. Donc, dans ce cas-ci, exemple, c'est des barorécepteurs qui vont détecter le problème de pression. Donc, si je pars d'un problème que la pression artérielle est faible, les barorécepteurs à différents endroits de votre corps, au niveau des carotides, de la crosse aortique, ou même dans l'oreillette droite, on a des barorécepteurs qui vont être stimulés par les variations de pression, trop forte ou trop faible. Mais si la pression est trop faible, qu'est-ce que ça fait? Les barorécepteurs vont envoyer, sous forme d'influx nerveux, par les nerfs sensitifs ici, une information, comme ça, nerveuse, au centre cardiaque, au bulbe rachidien. Vous avez vu avec le cœur qu'il y avait principalement deux centres, le centre cardiaque, cardio-accélérateur, cardio-inhibiteur, qui va affecter la fréquence cardiaque. Mais là, on en ajoute un maintenant, le centre vasomoteur, qui est aussi dans le bulbe. Ici, ça contrôle les vaisseaux sanguins, vaso pour vaisseau. Donc, dans ce cas-ci, on contrôle la vasoconstriction ou la vasodilatation. Et dans la réponse nerveuse, on va jouer sur les deux événements. On va affecter le cœur et les vaisseaux sanguins. Donc, si la pression artérielle est trop faible, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut remonter la pression artérielle. Problème versus solution. Pour ce faire, je vous pose la question, ultimement, est-ce qu'on veut que le cœur se contracte plus vite et plus fort ou moins fort? Donc, en fait, la réponse, ça va être d'augmenter la fréquence cardiaque. Parce que si le cœur se bat plus vite, bat plus fort, on va augmenter le débit. Puis si on augmente le débit cardiaque, on a vu tantôt que ça augmente le volume sanguin et tout, et ça va augmenter la pression. C'est une façon d'ajuster. Donc, on va y aller ici avec le centre cardio-accélérateur, redescend comme ça par le nerf cardiaque, et ce qui est important ici, donc l'effecteur c'est le cœur, la réponse, on accélère la fréquence cardiaque. Et si je reviens avec la fameuse formule, vous allez faire un lien maintenant avec les dernières capsules. Si j'augmente la fréquence cardiaque, ça fait quoi? Mathématiquement, on a vu que ça augmentait le débit. Et tantôt, je vous disais que si j'augmente le débit, ça augmente la pression. Donc, en augmentant la fréquence cardiaque, vous ajustez le débit cardiaque qui va contribuer à remonter la pression artérielle, ce que je veux faire. Et en même temps, le centre vasomoteur va favoriser la vasoconstriction des vaisseaux sanguins. Donc, on a vu que si je diminue le diamètre dans l'ensemble des artérioles ou artères,
il y a moins d'espace, ça va contribuer directement à augmenter la pression artérielle, évidemment. OK? Donc ça, c'est les deux effets les plus importants. Et là, vous faites attention parce que le centre vasomoteur, il y a une petite nuance que les deux centres cardiaques. Centre cardiaque, j'ai la voie sympathique qui agit directement sur le cœur, mais j'ai aussi une voie parasympathique pour ralentir la fréquence. Mais quand on est dans le vasomoteur, c'est uniquement associé au système sympathique. Donc, en fait, on peut juste faire une vasoconstriction. Quand on dit la vasodilatation, en fait, c'est le relâchement. Okay? C'est la position normale. Donc, c'est ce qui est écrit en vert ici. Si je veux faire une vasoconstriction, j'utilise le centre vasomoteur qui envoie des influx nerveux de type sympathique pour contracter les cellules musculaires du vaisseau. Ça le contracte. Qu'est-ce qui arrive quand je veux faire une vasodilatation? Je n'ai pas besoin du para. On va juste arrêter de faire des influx nerveux. Donc, le centre vasomoteur va bloquer la production d'influx nerveux au niveau sympathique. Et si j'ai plus d'influx, les cellules musculaires, au lieu de se contracter, ils se relâchent. Et quand ils redeviennent relâchés en position normale, c'est là qu'on a une vasodilatation. En fait, la vasodilatation, c'est comme un muscle au repos. C'est les myocytes, les cellules musculaires qui sont relâchées. Donc, en fait, on fait un influx sympathique ou on n'en fait pas. Tu en fais un, c'est pour contracter. Si tu n'en fais pas, on devient relâché, donc vasodilatation. Petite nuance ici que je voulais mentionner en passant. Maintenant, si on est en situation inverse, OK? Donc, la pression est trop forte. Ta solution, c'est quoi? C'est de diminuer la réponse, finale, c'est de diminuer la pression. Elle est trop forte, on veut la diminuer. Toujours les mêmes barorécepteurs, les mêmes centres, vasomoteur puis cardiaque. La seule différence, c'est que le centre cardiaque va prendre le cardio-inhibiteur et par le nerf vague, parasympathique, on diminue la fréquence cardiaque. Si je diminue la fréquence cardiaque, ça diminue le débit, une relation directement proportionnelle. Le cœur bat moins vite, moins de sang qui sort, c'est plus slow, le débit diminue. Et si le débit diminue, j'ai moins de pression artérielle. Donc, ça contribue à diminuer la PA. Donc, le cœur se contracte moins vite et moins fort, diminue le débit. Puis au vasomoteur, qu'est-ce qu'on fait? On bloque la production d'influx nerveux. Et le fait de bloquer la production d'influx nerveux, ça permet une vasodilatation. Donc, plus d'espace au niveau des artères. Et si j'ai plus d'espace, il y a moins de pression sur les parois. C'est l'autre phénomène qui va diminuer la pression artérielle. Donc, c'est exactement l'inverse de l'autre diapo. Et là, ici, on vous les montre sous forme de dessin. Pour ceux qui sont plus visuels. Mais si je vous demande de dessiner une boucle de régulation avec un problème à l'examen, je ne veux pas des cœurs, des moelles épinières, puis tout ça. C'est pas ça que je veux. Quand moi je vous demande dessinez-moi une boucle de rétroaction, une boucle de régulation, c'est ce que je veux ici. OK? Donc à l'examen, comment je fonctionne? C'est très simple. Je vous mets une situation quelconque. Exemple, si on vous parle d'une hémorragie, ça pourrait être d'autres choses. Peu importe la situation, peut-être des maladies que vous n'avez jamais vues de votre vie, c'est pas grave. Tout ce que vous avez à détecter, c'est qu'est-ce que la situation propose. Il y a toujours un indice dans la question qui va vous dire, la pression artérielle est trop forte ou trop faible. Et si je veux une réponse hormonale, je vais vous le dire. Si je veux la réponse nerveuse, je vais vous le dire. Donc, puis faire attention, si je vous demande une réponse nerveuse et vous partez avec des hormones, c'est pas bon. Donc, exemple ici, je vous dis que votre patient a subi une hémorragie et que le volume sanguin, que la pression est plus faible. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment, en termes de régulation nerveuse, on va contribuer à augmenter la pression? Donc, c'est à peu près ce que je viens de faire, mais là, on le fait pour vrai. Évidemment, le terme stimulus, déséquilibre, ou si vous préférez facteur contrôlé et tout ça, il faut le savoir par cœur, il faut les dessiner en ordre, évidemment. Ça, vous le savez depuis Bio 1, mais des fois, j'ai des gens qui oublient. Ça, même si je ne les explique pas, c'est du acquis. Donc, si ce n'est pas le cas, assurez-vous d'être capable de faire ça. Donc, c'est toujours la même chose. C'est toujours les mêmes éléments dans une boucle, dans le même ordre. C'est simplement les récepteurs, les centres qui vont changer. Donc, première des choses, le stimulus, c'est l'événement de départ, la perturbation, souvent environnementale, qui va amener un problème, qui va déséquilibrer un facteur dans mon corps, un paramètre. Donc ici, l'hémorragie, perte de volume sanguin, va entraîner un déséquilibre en termes de facteurs. C'est toujours un facteur à la fois. Il y a plein de facteurs qui peuvent être affectés, mais dans une boucle, on considère un seul facteur à la fois. Dans ce cas-ci, c'est une diminution de la pression artérielle. Si je diminue la pression artérielle, ça me prend un détecteur qui va analyser ça, qui va détecter le problème, donc c'est le récepteur. Dans ce cas-ci, vous devez me dire que c'est des barorécepteurs dans la aorte, les carotides, qui détectent la diminution de pression et vont informer un centre. Il y a deux centres principalement ici. Le centre cardiaque dans le bulbe rachidien
et un centre vasomoteur qui sont aussi dans les bulbes rachidiens. À l'examen, le bulbe, c'est important de le dire, mais vous ne me dites pas juste le bulbe, je veux que vous spécifiez les deux noms spécifiques de centre. Donc, centre cardiaque, centre vasomoteur. Ces deux centres-là vont agir sur des effecteurs. Donc, le centre cardiaque, il faut savoir qu'il va agir sur le cœur. Dans ce cas-ci, vous me dites que le centre cardiaque va permettre une augmentation des contractions cardiaques du cœur. Et si j'augmente la fréquence, si vous préférez le nombre de contractions, c'est la même chose, on augmente le débit cardiaque. Donc, ce lien-là, je l'ai levé au complet, ce qu'on disait tantôt. Et le centre vasomoteur va favoriser une vasoconstriction des artères. Donc, les effecteurs, je veux toujours leur effet respectif. Ce n'est pas la réponse finale. Je ne veux pas juste vous me dire cœur-artère. Je veux vraiment qu'on voit le cœur, on augmente la fréquence puis le débit. Puis l'artère ou les artérioles, on fait vraiment une vasoconstriction, ce qui augmente la résistance. Et ces deux paramètres-là qu'on a beaucoup discuté dans la capsule vont faire en sorte de nous amener à une réponse finale. Donc, l'effet sur les deux effecteurs me permet d'augmenter la pression artérielle. On dit que c'est une rétroinhibition parce que si je compare à mon problème initial, je vais en sens inverse. La pression était trop faible, je la remonte, donc on est en sens inverse, c'est une rétroinhibition. Si la réponse finale va dans le même sens, donc exemple, c'est impossible, mais si ici on avait dit on baisse la pression artérielle, bien, on va dans le même sens, là, ça serait une rétroactivation. Mais évidemment, ce n'est pas le cas, ça serait extrêmement dangereux en fait. Et à titre d'anecdote, OK, ça, c'est une boucle qui normalement va vous sauver la vie dans plein de situations. Exemple, si vous êtes déshydraté, la pression est plus faible, c'est la même boucle, même réponse nerveuse, on remonte la pression, ça va vous aider. Mais paradoxalement, quand c'est un cas d'hémorragie, ça vous met dans le trou de cette réponse-là. Donc ça, c'est juste pour votre culture. Mais quand on y pense, vous sectionnez la fémorale dans la cuisse droite, la pression est très forte, vous vous videz de votre sang. Et là, vous avez une perte. Qu'est-ce qu'on fait? Bien, votre corps détecte une pression artérielle plus faible. Donc, on augmente la pression. Mais là, si ça pousse plus fort, vous sortez encore plus de sang. Vous perdez plus de sang, la pression est encore plus faible. On active encore une boucle pour augmenter la pression. En fait, cette boucle-là vous vide de plus en plus rapidement. C'est pour ça qu'une hémorragie, c'est une situation extrêmement sérieuse. Parce qu'en poussant plus fort, on favorise la perte sanguine. Ça ne sera pas long, vous allez mourir. C'est pour ça qu'il faut intervenir très rapidement. Par contre, alors souvent on dit que la vie est bien faite, mais là, dans ce cas-ci, cette boucle-là qui normalement devrait t'aider va te nuire. Par contre, si vous avez une pression artérielle faible parce que vous n'avez pas bu de la journée, là, cette boucle-là devient très efficace parce qu'on recontribue à remonter la pression. Vous manquez de liquide, mais la vasoconstriction et l'augmentation de fréquence cardiaque va peut-être compenser jusqu'à un certain point. Si la déshydratation est sévère, là, la boucle ne suffit plus et c'est là que vous allez avoir un malaise puis, ou dans les pires cas, être hospitalisé. Ensuite, on vous demande d'être capable de faire la relation inverse. Vous ne l'avez pas en diapo, mais ça vient redondant, mais des fois, j'ai des gens qui ne sont pas capables de la faire, je vais la faire rapidement, mais une situation inverse, je pars d'une situation, exemple, vous injectez un soluté, une solution intraveineuse, et exemple, vous faites une erreur, OK? Vous en donnez trop, beaucoup trop. Et si vous en donnez trop, bien évidemment, ça fait quoi? Il y a trop de volume. Donc, trop de volume de liquide. Donc, dans ce cas-ci, ça augmenterait la pression artérielle. Ça, c'est la boucle inverse. Donc, on ne tient pas compte de ce qui est écrit en noir. Là. C'est une nouvelle situation que je fais. Et c'est les deux seuls cas de figure que je vous demande de retenir. Si j'augmente la pression artérielle, quel récepteur va détecter le problème de pression? C'est toujours les mêmes récepteurs, c'est juste qu'ils ne vont pas interpréter le problème de la même manière. Donc, dans ce cas-ci, c'est toujours des barorécepteurs. C'est les deux mêmes centres, donc il n'y a pas beaucoup de changements, sauf qu'on ne fera pas la même chose. Donc, le centre cardiaque va dire au cœur, au lieu d'augmenter, qu'est-ce qu'on va dire? Diminue ta fréquence cardiaque pour diminuer le débit. Puis les artères artérioles, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une vasodilatation, donc c'est l'inverse, pour diminuer la résistance. Et maintenant, ça va faire quoi comme réponse finale? Bien, je vais diminuer la pression artérielle. Donc, c'est les deux boucles que je vous demande de savoir. Et c'est pour ça, tantôt, que je vous disais, bien, choisissez la bonne. Vous avez seulement 2 questions à l'examen quand je pose. Puis, je vais vous le dire, c'est pas un scoop. À l'examen, je pose tout le temps 2-3 boucles de rétroaction. Il y en a au minimum 2. Donc, dans tout ce que vous allez voir. Donc, première des choses, est-ce que c'est une réponse nerveuse ou hormonale que je vous demande? Donc, vous lisez bien votre question, puis vous déduisez avec les indices qu'on vous donne.
première question. La deuxième, vous identifiez votre problème et la réponse attendue. Donc, le problème, j'ai une pression trop forte ici, alors je vais la diminuer, c'est la réponse qu'on vient de faire. Ou contrairement à tantôt, si la pression est trop faible, là, on a la réponse inverse. Et avec ces deux questions-là, vous ne pouvez pas vous mélanger. Okay? Donc, toujours savoir si c'est nerveux ou hormonal et bien sûr, si on veut augmenter ou diminuer la pression. Le deuxième exemple de régulation nerveuse, là, c'est pas un problème de pression. Parfois, on va partir avec un problème de chimie, hein, d'oxygène. Donc, parfois, c'est un problème d'oxygénation. Alors, exemple, vous avez une MPOC, une maladie pulmonaire obstructive, fait que les échanges sont moins bons. Peu importe les situations que je trouve, l'idée ici, c'est qu'on diminue la quantité d'oxygène dans le sang. Il y a plusieurs boucles possibles. On a déjà vu une boucle avec le sang pour augmenter la production de globules rouges avec le PO pour favoriser le transport des érythrocytes, le transport d'oxygène et avoir plus d'érythrocytes pour favoriser le transport. Donc ça a été déjà vu. Mais il y a une autre boucle en parallèle qui s'active qui est au niveau cardiaque. Donc ici, on contrôle de façon... Vous me demandez des fois pourquoi on veut contrôler la pression artérielle quand c'est un trouble d'oxygène. Bien, la logique, je peux augmenter le transport en augmentant les globules rouges, comme vous le savez maintenant, mais on peut augmenter la pression. Pourquoi? Parce que si j'augmente la pression, bien évidemment, j'augmente la circulation. Et si j'augmente la circulation sanguine, hein, le débit cardiaque va augmenter. Si j'augmente le débit cardiaque, ça circule plus vite. Si ça circule plus vite, mais j'ai plus de nutriments d'oxygène qui arrivent aux organes. Donc, la pression pourrait être belle ici, mais même si vous avez une pression normale, si vous manquez d'oxygène, on va contribuer à augmenter la pression artérielle pour justement favoriser le déplacement d'oxygène. Donc, c'est peut-être moins évident pour vous parce que si la pression est faible, vous comprenez qu'on remonte la pression. Mais même si la pression est belle, si vous manquez d'oxygène, on veut contribuer à augmenter la pression pour justement augmenter la livraison d'oxygène dans les organes. Sauf que là, ce n'est pas un problème de pression, c'est un problème d'oxygène. Donc, ça me prend un chimiorécepteur, c'est-à-dire des récepteurs qui détectent les substances chimiques. Donc, ceux-là, ces chimiorécepteurs sont spécifiques à l'oxygène. Ils vont affecter le centre cardiaque. En fait, on va les informer de dire, bien là, on manque d'oxygène. Alors, le centre cardiaque, lui, ce qu'il fait, toujours dans le bulbe, il va agir directement sur le cœur. Et quand c'est un problème de chimie, okay, d'oxygène, on n'affecte pas on n'affecte pas les vaisseaux, on ne fera pas de vasoconstriction pour monter la pression. Au contraire, en fait, je ne vais pas vous retenir ça, mais on vous ferait une vasodilatation généralement au niveau de l'organe, autorégulation, pour qu'il y ait plus d'oxygène qui rentre. Donc, on n'en parle pas ici des vaisseaux sanguins, c'est vraiment seulement le cœur qu'on va affecter, contrairement à tantôt. Donc, c'est une nuance qu'il faut faire attention. Maintenant, ton centre cardiaque, qu'est-ce qui arrive? Bien, évidemment, il va dire, par un flux nerveux au cœur, augmente la fréquence, augmente le débit, et comme la circulation va augmenter, bien, j'ai plus d'oxygène qui va arriver au niveau du sang. Là, il faut faire attention parce que des fois, il y a des gens qui sont astucieux et qui me disent « Ouais, mais tu n'as pas plus d'oxygène nécessairement dans le sang. » Non, c'est une quantité stable, peut-être, parce qu'ici, on ne parle pas de poumons, mais la circulation sanguine roule plus vite. Donc, la livraison va se faire beaucoup plus rapidement. Fait que du point de vue des organes, qui manquaient d'oxygène, bien, ils vont avoir de l'oxygène beaucoup plus rapidement, ce qui va leur permettre de survivre. Donc, d'un point de vue de l'organe, il y a plus d'oxygène qui rentre. Mais la façon que je l'ai écrit, c'est pas tout à fait correct. Vous avez l'impression qu'il y a plus d'oxygène dans le sang. La concentration, c'est pas tout à fait exact. Ça fait juste, en fait, livrer l'oxygène plus efficacement et plus rapidement aux organes. Ceci étant dit, pour moi, il n'y a pas vraiment d'erreur biologique parce que là, vous ne le savez pas, ça n'existe pas dans notre monde, mais on a des poumons également, un jour on en parlera, mais on peut imaginer une autre boucle en parallèle qui va augmenter la fréquence respiratoire. Donc, ces trois boucles-là vont travailler en même temps. La boucle qui s'occupe de fabriquer des globules rouges, qu'on a déjà vu dans une autre capsule. La boucle que je vous présente aujourd'hui, qui est sujet au cours pour augmenter le débit cardiaque, pour justement plus de pression, plus de débit, pour que ça circule plus vite. Puis, il y a une autre boucle qu'on verra dans la session quand on fera le système respiratoire qui fait qu'on respire plus vite. Et si vous respirez plus vite, bien, vous allez chercher plus d'oxygène. Donc, les trois boucles vont travailler ensemble. Plus d'oxygène dans le sang qui circule plus vite d'un point de vue cardiovasculaire, puis d'un point de vue sanguin, on construit plus de globules rouges. Donc, c'est une concertation des trois, mais, comme je le disais tantôt, je ne vous ferai pas la super boucle qui mélange les trois. C'est toujours un paramètre à la fois. Donc, si je pose une question d'examen sur le cardiovasculaire, régulation nerveuse, avec un problème d'oxygène, c'est de la façon que je viens de le faire. Si c'est une question sur le sang, ça sera autre chose. Si les poumons, ça sera autre chose. Donc, il faut toujours bien distinguer tout ça. Et encore une fois, ben, on faut être capable de faire la relation inverse.
Donc, je vais plus vite, mais exemple, j'ai un problème quelconque qui fait, je ne sais pas, il n'y a pas beaucoup de situations médicales. Là. Par exemple, traitement à tente d'oxygène, on donne trop d'oxygène ou peu importe. Donc, traitement erroné, plus d'oxygène. Qu'est-ce qui arrive? Chimiorécepteurs, c'est toujours les mêmes. OK? Donc, chimiorécepteurs, c'est bon. Centre cardiaque, même chose. Sauf que là, on va faire quoi? Diminuer la fréquence cardiaque, diminuer le débit. Ça va ralentir la circulation sanguine. Ça ralentit la quantité d'oxygène qui arrive au tissu. Ceci étant dit, c'est une situation qui est extrêmement rare. La boucle inverse, je vous demande d'être capable de la faire, mais vous la verrez probablement pas dans votre vie. Et le problème général, c'est vraiment un problème de manque d'oxygène. C'est ce que vous allez être confronté dans le cadre de votre travail. Donc, évidemment, c'est cette boucle-là qui est le plus important. Donc, on vient de voir un peu la réponse nerveuse, les réponses nerveuses qui peuvent être impliquées dans les variations de pression artérielle ou encore des problèmes de concentration d'oxygène. Maintenant, si je reviens plus à la régulation de la pression artérielle, une deuxième façon de contrôler, c'est par une réponse hormonale. Donc, comme je disais tantôt, c'est une réponse un peu plus longue, mais l'effet va durer un peu plus longtemps. On vient renforcer, si vous voulez, un petit peu l'effet de la réponse nerveuse. Et dans votre organisme, vous avez seulement 4 hormones pour réguler, contrôler les variations de la pression artérielle. Et là, ça devient encore plus important d'identifier le problème versus la solution. Donc, je vous disais tantôt, première question, toujours savoir si c'est une réponse nerveuse ou hormonale qu'on vous demande pour choisir la bonne boucle. Mais ensuite, il faut savoir quelle réponse qu'on veut. Donc, ici, si j'ai un problème de pression trop faible, ce que vous voulez comme réponse, ça c'est mon problème, bien, la solution, c'est d'augmenter la pression, évidemment. Et cette pression trop faible, bien, j'ai 3 hormones que je peux faire, 3 boucles hormonales différentes que je peux faire en même temps, qui va me permettre de remonter la pression artérielle. Et ces boucles-là sont importantes pour mon cours, mais je vous dirais que certaines classes de médicaments qui sont on appelle ça des agonistes ou des antagonistes, qui sont en fait des substances chimiques qui vont imiter l'effet de ces hormones-là, particulièrement l'angiotensine 2, ou parfois la bloquer tout simplement. Et en biologie médicale, c'est vraiment juste ça. Hein? Généralement, si on veut simplifier tous les médicaments que vous allez utiliser dans votre vie, il y en a des milliers. Mais en fait, c'est simple. Soit on active un processus biologique, généralement on s'attache à un récepteur qu'on active, ou soit on s'attache à un récepteur qu'on bloque. On favorise un processus biologique ou on le bloque. Et c'est les deux seuls éléments qu'on peut faire. Et donc, c'est pour ça que c'est pas juste d'apprendre les hormones puis la bio, c'est que vous allez vous rendre compte qu'il y a bien des mécanismes d'action de médicaments qui vont fonctionner de la même manière. Donc, il y a un lien direct avec votre travail à faire. Et si la pression est trop élevée, là, je n'ai pas le choix. J'ai juste une hormone, la FNA, qui en fait, a un effet sur la diurèse. Donc, c'est souvent des médicaments analogues à la FNA. La FNA, c'est l'hormone naturelle dans votre corps, mais les médicaments analogues qui émettent son effet, ou l'agoniste, la même chose, bien, on dit que c'est des diurétiques, parce que justement, on va favoriser ça ici, puis on favorise en même temps la vasodilatation. Donc, première des choses, toujours identifier le problème pour savoir quelle réponse que je veux. Fait que si la pression est trop forte, tu veux diminuer la pression, puis vice-versa. C'est donc une figure extrêmement importante parce que ça va te permettre de piger la bonne réponse. Et je vous le dis, là, des fois, quand je vous demande des books, c'est des 10 points, c'est des questions à 10 points, puis c'est terrible de vous mettre un 0 quand vous avez travaillé, puis étudié, puis vous partez à l'envers. Fait que la pire affaire que vous pouvez me dire, si je vous dis que le patient est en hypertension, que la pression est forte, puis là, vous me sortez, je vous demande la boucle qui va être impliquée, vous me sortez la boucle d'angiotensine, ou vous me dites, j'utiliserai un médicament qui imite l'effet de l'angiotensine, bien, vous venez de tuer votre patient, là. Il est en hypertension, la pression est trop forte, puis vous décidez d'augmenter la pression. Vous allez juste empirer la situation. Puis évidemment, c'est 0 sur 10, même si votre boucle est parfaite, c'est juste l'inverse. Donc, il faut faire très attention à ça. C'est pour ça que j'insiste autant à l'identification du problème et de la solution. Méthode simple qui vous permet d'éviter bien des problèmes. Donc, pour le reste de la capsule, en fait, je vais prendre hormone par hormone et on va voir les boucles qui sont associées. Et encore une fois, dans votre manuel, il ne les présente pas sous forme de texte de vraies boucles de rétroaction qu'on est habitué normalement en biologie. C'est vraiment sous forme schématique. Ça peut vous aider, mais souvent, comme exemple, cette figure-là, il manque pas mal de détails. Donc, c'est vraiment les boucles que moi je présente là, qui va être le plus important. Donc, ici, on vous présente le système de rénine-angiotensine. La rénine, en fait, c'est une enzyme qui va me permettre l'activation d'une hormone sous sa forme finale, en fait, qui est l'angiotensine 2, qui, elle, est l'hormone efficace.
Je vous demande quand même d'être capable de distinguer qu'une est une enzyme et l'autre une hormone, c'est pas la même chose. Et l'idée, c'est que quand on a un problème de pression artérielle trop faible, on va utiliser ce système-là pour avoir une réponse d'augmenter la pression artérielle. Et déjà, vous allez voir que c'est une réponse, c'est peut-être la boucle la plus complexe parce qu'elle implique déjà 3 organes différents. Le foie va travailler, les reins vont travailler, les poumons, tout le monde travaille en équipe pour remonter la pression artérielle. Et cette boucle-là, en fait, vous donne un certain nombre d'informations, mais la diapo la plus importante que je vous demande d'étudier, c'est celle-ci. Donc, ça, c'est vraiment la voie complète. Il ne manque pas de détails. Et je sais que c'est compliqué parfois pour vous parce qu'il y a beaucoup de mots, mais l'angiotensine 2, c'est l'hormone qu'on veut faire. Okay? Donc, la ligne en rouge ici, les étapes qui sont en haut, c'est simplement, il n'y a pas d'effet, c'est simplement le processus d'activation de la molécule. Et ça, c'est important de le savoir. Des fois, vous dites, pourquoi apprendre tout ça? Mais je veux vraiment que vous connaissiez les étapes. Je vais vous dire pourquoi après. Donc, ici, je sais qu'il y a beaucoup de mots de flèches, mais c'est simplement pour activer. OK? Donc, pour activer l'hormone sous sa forme finale. Donc, OK, on va dire ça comme ça. J'ai la misère avec la tablette, je m'excuse. Donc, vous l'écrivez dans vos notes. Là. Activation. OK? C'est juste le concept d'activation. Je dois faire toutes ces étapes-là pour produire l'hormone active. L'angiotensine 2, c'est l'hormone qu'on veut faire, c'est elle qui a un effet. Donc, l'hormone active s'appelle l'angiotensine 2. Okay, donc, l'hormone active. Alors qu'ici, l'hormone subit différentes transformations, mais n'est pas active encore. Okay, c'est celle-là qu'on veut faire, et c'est l'angiotensine 2, l'hormone active, qui va avoir différents effets, qui va contribuer à augmenter la pression. Donc, évidemment, la pression est trop faible. J'active le système adrénine-angiotensine 2. L'angiotensine 2, c'est l'hormone active qui aura 2 effets principalement pour contribuer à augmenter la pression. Et quand je me demande cette boucle-là, évidemment, c'est pas juste de me parler de ces 2 effets, c'est de comprendre tout ce schéma-là, même le schéma d'activation. Alors, comment ça fonctionne? L'hormone, généralement, est inactive parce qu'on ne veut pas toujours monter la pression. Si vous êtes en hypertension, on veut contrôler de façon très sévère la pression artérielle. Parce que si vous êtes en hypertension, puis on a toujours de l'angiotensine 2, on va empirer le problème. Donc, l'astuce, c'est de produire de l'angiotensine 2 seulement quand la pression est faible. Puis quand la pression est forte ou redevient normale, on veut arrêter sa production. Et c'est pour ça que dans votre corps, il y a de la molécule sous sa forme inactive qui traîne. L'angiotensinogène, on dit que c'est un précurseur. Le précurseur, ça veut dire première molécule. On veut cette première molécule, en fait, le foie produit continuellement l'angiotensinogène qui, si nécessaire, pourrait être converti en sa forme active. Donc, première chose qu'il faut savoir, le foie, c'est l'organe responsable de produire le précurseur inactif qu'on appelle l'angiotensinogène. Ce précurseur sort du foie, s'en va en circulation sanguine. Ensuite, qu'est-ce qui va se produire? J'ai une deuxième étape de transformation chimique qui implique la production d'une enzyme qui s'appelle la rénine. La rénine, c'est les reins qui la produisent. Donc, les reins étaient déjà capables d'avoir des cellules spécialisées pour faire une hormone qui s'appelle l'EPO, construire des globules rouges. On disait à l'époque que ça permettait la stimulation de certains os pour produire des érythrocytes. Donc, ça, vous savez ça maintenant. Puis en plus, les reins ont une deuxième fonction un peu différente de sa fonction principale de filtrer le sang et de produire l'urine. Les reins sont capables, avec certaines cellules spécialisées, de produire une enzyme qui s'appelle la rénine. Donc, la rénine, produite par les reins, c'est une enzyme qui va couper un petit bout de l'angiotensinogène, ce qui me permet de transformer la molécule en une nouvelle molécule qui s'appelle l'angiotensine 1. Mais elle est encore inactive. Elle n'est pas fonctionnelle, cette molécule-là. Ça va me prendre une deuxième transformation chimique, une deuxième coupure, si vous voulez. On va couper un autre petit bout de la molécule angiotensine 1, et ça me prend donc une deuxième enzyme qui s'appelle ECA. Et ECA, c'est une enzyme produite par les poumons. En anglais, on l'appelle ACE, la même chose. Donc, c'est l'enzyme de conversion de l'angiotensine 1, ECA en petit nom. Et les 2 poumons produisent cette enzyme, ce qui va me permettre une dernière transformation de l'angiotensine 1 pour produire l'angiotensine 2, qui est l'objectif ultime, qui est l'hormone active. Autrement dit, ça me prend 2 transformations chimiques de la première molécule pour faire l'hormone active.
Donc, le foie produit la première molécule, l'angiotensinogène. Les reins produisent une rénine qui fait une première transformation chimique, et donc on transforme l'angiotensinogène en angiotensine 1. Et l'angiotensine 1, grâce au poumon qui produit une deuxième enzyme, ECA, qui va convertir la 1 en 2, et c'est l'angiotensine 2 qui est active, qui est l'hormone. Tout ce qu'il me restera à faire, c'est de vous expliquer les effets de l'angiotensine 2 pour contribuer à l'augmentation de la pression artérielle. Donc, c'est déjà deux enzymes différentes de deux organes différents. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, une fois qu'on a de l'angiotensine 2, comment on fait pour remonter la pression? L'angiotensine 2, c'est un puissant vasoconstricteur. Donc, aussitôt qu'on en produit dans le sang, elle va agir sur les différents artérioles et artères, et la majeure partie de ces vaisseaux vont subir une vasoconstriction. Donc, on a déjà vu que si on diminuait le diamètre d'une artère, ça fait quoi? Ça augmente la pression artérielle. Il y a plus de résistance, on augmente la pression. Donc ça, c'est l'effet numéro 1. L'angiotensine 2 agit sur les artérioles, les artères, fait une vasoconstriction, ça augmente la pression. Donc on a une partie de la solution. L'autre effet, on va agir sur un quatrième organe. Donc déjà qu'on avait le foie, les reins et les poumons, il y a des glandes qui s'appellent les glandes surrénales, qui est un quatrième organe. Et qu'est-ce que ça fait, l'angiotensine 2? Bien, ça stimule les glandes surrénales à produire une autre hormone qui s'appelle l'aldostérone. Et l'aldostérone, c'est une hormone qui va aller agir sur les reins. Donc, ici, on va dire aux reins, réabsorbe le sodium et surtout l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire réabsorber? C'est qu'au lieu de... Les reins, normalement, vont prendre l'eau et l'envoyer dans l'urine. Au lieu d'éliminer l'eau vers l'urine, les reins vont conserver l'eau et la retourner dans les vaisseaux sanguins. Donc, la réabsorption, c'est de retourner l'eau qui normalement se destinait à l'urine, on la retourne vers les vaisseaux sanguins pour augmenter le volume sanguin. Et ça, c'est le deuxième facteur. On avait vu qu'il y avait deux facteurs pour monter la pression. Soit que je baisse le diamètre, soit j'augmente la quantité de liquide. Bien, on joue sur les deux facteurs ici. L'angiotensine 2, elle est extrêmement puissante. Elle affecte les deux facteurs. Non seulement elle fait une vasoconstriction, mais également elle va stimuler via l'aldostérone et les glandes surrénales la réabsorption d'eau vers les vaisseaux sanguins. Donc, si j'augmente le volume, bien évidemment, c'est l'autre facteur qui augmente la pression artérielle. Donc, c'est une hormone qui est extrêmement efficace et puissante. Et son effet de vasoconstriction est vraiment systémique, généralisé. Donc, l'ensemble des artérioles vont être affectés dans les différents systèmes. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir remonter la pression au niveau normal. Chez une personne en santé, ça se fait de façon automatique. Si pour X raison la boucle n'est pas efficace, bien, c'est là que vous allez intervenir de façon médicale. Il y a plein de classes de médicaments, mais comme je disais, des fois vous donnez des analogues de l'angiotensine 2, ce qui imite en fait son effet et favorise la vasoconstriction, puis permet la réabsorption parfois du liquide aussi. Maintenant, c'est un effort de parcage, je vous l'ai dit, donc vous n'avez pas trop le choix. Pourquoi c'est important pour moi? Bien, parce que vous allez être capable, non seulement, je pourrais vous donner une réponse plate, c'est au programme, je n'ai pas le choix, mais il y a une implication médicale à ça aussi. Moi, ce que j'aimerais, c'est que comme étudiant, quand vous allez travailler, c'est que vous faites des liens avec ces maladies-là. C'est pas juste de savoir que le foie produit l'angiotensinogène. Vous devez savoir ce terme-là à l'examen, mais je suis pas mal sûr que dans 5-6 ans, le mot angiotensinogène puis angiotensine 1, peut-être que vous allez vous souvenir de la 2, j'espère, mais ces mots-là vont peut-être disparaître. Rénine va peut-être disparaître. Ce qu'il ne faut pas faire pour l'examen. Pour l'examen, vous devez les savoir. Mais si vous vous souvenez que ces organes-là sont reliés, parce que des fois, ça vous achète, tout apprendre les organes, oui, mais c'est tellement important pour moi. Parce que si je vous donne un exemple, un patient qui a depuis 10 ans a de l'hypertension, et là, en plus, comme il a fumé une bonne partie de sa vie, à la 11e année que vous le suivez, exemple, pas que vous le suivez, mais que vous voyez au dossier, il fait de l'emphysème, puis les poumons ne fonctionnent pas, puis il commence à faire un cancer des poumons. Ça a commencé par de l'emphysème, mauvais échange, trouble pulmonaire, puis hop, une infection, puis là, ça dégénère. Puis là, en plus, il y a un cancer qui se développe. Ça a l'air dramatique, mais ça arrive, là, des situations comme ça. Qu'est-ce qui arrive si les poumons ne fonctionnent pas? Bien, peut-être que les cellules qui produisaient le CA sont touchées. Si une maladie pulmonaire qui implique une destruction des cellules et que les cellules productrices de CA sont affectées, ça se peut que ces problèmes de pression ne fonctionnent pas. Parce que là, ce que j'ai peut-être pas dit clairement, aussitôt que je coupe une étape, c'est successif. Hein? L'étape 1 agit sur la 2 et tout ça. Je ne peux pas consécuter. Si l'étape ci ne fonctionne pas, je ne peux pas aller plus loin. Donc,
fais pas d'angiotensine 2, je ne peux pas contrôler la pression artérielle. Donc, je ne me souviens plus de ma situation, mais si ce patient-là, je pense que je suis passé à l'envers. Donc, on fait attention. Mettons, votre patient, il est en hypotension, pression faible, puis il a toujours eu des problèmes de pression faible. Puis là, en plus, avec une dizaine d'années de problèmes, ça va, mais en plus, les poumons commencent à ne plus fonctionner. Puis vous vous souvenez de ça, bien là, vous allez dire, peut-être qu'il va avoir encore plus de problèmes à contrôler sa pression. Même chose, un patient qui a une cirrhose du foie, il est hospitalisé, vous le rencontrez, regardez, cirrhose du foie, le foie ne fonctionne pas. Le foie fait plein de choses, il y a plein de fonctions. Ça ne veut pas dire qu'il va avoir un problème d'angiotensinogène, il peut avoir d'autres problèmes, ça peut être un problème d'osmose avec l'albumine, peu importe. Puis il peut avoir plein de problèmes aussi. Mais si les cellules productrices d'angiotensinogène sont touchées, puis s'il ne produit plus ça, puis là vous dites, il y a plein de problèmes de pression, comment ça se fait? Bien, touché au foie, pas d'angiotensinogène, ne fait plus d'angiotensine 2. Ça peut être une réponse. Ça peut être un problème d'albumine avec les déplacements d'osmose, ça peut avoir plein de causes. Mais ça vous indique une insuffisance, je ne sais pas moi, une infection au rein. Les reins ne fonctionnent pas, ne fait pas de rénine, je ne suis plus capable d'ajuster l'angiotensinogène. Donc, c'est 3 organes qui sont impliqués directement dans le contrôle de la pression. Et souvent, vous oubliez ça parce que vous apprenez seulement la base. Les poumons, respiration, reins, urine, foie, d'autres choses digestives. Et pourtant, ces 3 organes-là contrôlent la pression artérielle. Donc, si vous vous souvenez de ça, bien, chaque maladie ou affectation de ces organes-là pourra peut-être expliquer des problèmes de pression artérielle. Okay? Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est important de connaître vos organes, connaître ces voies-là. Une autre hormone qui va contribuer à l'augmentation de la pression artérielle, c'est l'ADH, qui fait un peu le même effet que l'aldostérone, qui donc permet la réabsorption d'eau par des mécanismes moléculaires un peu différents, mais l'effet final est similaire. Donc, dans ce cas-ci, si la pression, en fait, je vous donne un stimulus, exemple, une diarrhée sévère, une gastro, là, vous vomissez, vous êtes déshydraté, diarrhée sévère, okay? Donc une bonne gastro, perdez des liquides, et là, dans ce cas-ci, il y a 2 façons de l'aligner. La première, c'est un problème de pression artérielle. Donc, moins de liquide, ça diminue le volume sanguin, donc la pression diminue. Donc, dans ce cas-ci, on va vouloir remonter la pression artérielle. Et si la pression artérielle est trop faible, j'ai des récepteurs, oubliez les osmos pour l'instant, j'ai des barorécepteurs, comme on a vu tantôt, qui sont stimulés. Les barorécepteurs, dans ce cas-ci, quand c'est l'ADH qui est impliqué, là, on ne va pas sur le cœur, les autres centres. Quand c'est l'ADH, les barorécepteurs peuvent stimuler, en plus du centre cardiaque de tantôt dans le bulbe, une autre structure de l'encéphale qui s'appelle l'hypothalamus. Donc, les barorécepteurs stimulent également l'hypothalamus, qui est le premier centre, donc le centre numéro 1. En même temps, l'hypothalamus envoie un influx nerveux au centre numéro 2. Donc ça fait partie des centres de régulation. Dans ce cas-ci, exceptionnellement, il y en a 2, qui s'appelle la neurohypophyse. Et c'est la neurohypophyse qui fait l'ADH, qui relâche l'ADH, pardon. Donc, l'hypothalamus est stimulé par les barorécepteurs, envoie un influx à la neurohypophyse. La neurohypophyse sécrète, libère l'ADH. Et l'ADH va aller jouer sur un effecteur. Donc, l'hormone quitte les centres de régulation. Il faut vraiment me dire les deux. Et l'ADH va agir sur les reins pour lui dire, aux reins en fait, augmente la réabsorption d'eau vers le sang, un petit peu comme l'aldostérone. Donc, évidemment, si tu diminues la production d'urine, la diurèse, ça veut dire production d'urine, donc il y a moins d'urine. S'il y a moins d'urine, ben, ça me permet de perdre moins d'eau. Et en augmentant la quantité d'eau, qu'est-ce que ça fait comme réponse? J'augmente le volume sanguin. Et si j'augmente le volume sanguin, ça augmente la pression artérielle. Comme je suis dans un problème de pression, c'est la boucle que je vous demande. Mais là, si vous regardez votre manuel, ce qui est écrit en noir, lui, il ne parle pas de pression, il parle de concentration d'osmorécepteurs. C'est une autre façon de réguler la boucle d'ADH. Donc, l'ADH peut être stimulé par une pression artérielle faible, donc ce que je viens de vous expliquer. Mais vous pouvez aussi l'analyser comme dans votre livre, donc j'enlève ce que j'ai rajouté ici, avec la concentration osmotique. Donc, c'est une autre stimulation qui peut aussi provoquer la production d'ADH.
Donc, dans ce cas-là, on va l'aligner un petit peu différent. Fait que là, tout est écrit en fait. Là, c'est toujours la diarrhée, la gastro et la perte de liquide. Oui, ça peut diminuer la pression artérielle, mais là, on va oublier la parenthèse, on va y aller comme ça ici. Si vous perdez beaucoup de liquide, là, c'est une diarrhée sévère, hein, une déshydratation sévère. Si c'est une légère déshydratation, ça ne s'appliquerait pas, mais une déshydratation sévère, qui est tellement importante, là, ça va affecter la concentration. En fait, il y a des déshydratations qui ne vont pas jouer sur la concentration. Vous pouvez perdre un peu d'eau, puis la concentration est relativement normale. C'est pour ça qu'ici, le terme sévère est important. La déshydratation, la perte de liquide est très importante. C'est ce qu'on voit ici. Fait que si la perte de liquide est importante, ça augmente la concentration. OK? En fait, le ratio molécules solides versus liquide va être affecté. Pour la même quantité de molécules, j'ai moins de liquide. Donc, si j'ai moins de liquide, ça augmente la concentration. Exemple, si j'ai un verre avec 10 grammes de sel, 10 grammes de sel, c'est mal écrit ici, 10 grammes de sel, exemple de l'eau de mer, par 500 millilitres. Puis là, je compare, vous êtes déshydraté, vous avez toujours 10 grammes, mais là, il vous reste juste 3 millilitres. Bien, 10 grammes par 3 millilitres, c'est beaucoup plus concentré que 500 ml. Donc, plus qu'il y a un grand volume, plus c'est dilué, moins que c'est concentré. Okay? Donc, c'est pour ça que la perte d'eau ici, petite explication pour ceux que ce n'est pas clair, là. Donc, la perte d'eau, ça augmente la concentration, c'est les sévères surtout. Si j'augmente la concentration, un synonyme de ça, c'est d'augmenter la pression osmotique, c'est-à-dire que c'est plus concentré. Alors, évidemment, la pression osmotique, ce n'est pas les mêmes récepteurs. Les récepteurs dans votre corps qui détectent les variations de la concentration, ou si vous préférez les variations de la pression osmotique, portent le nom de osmorécepteurs. Donc, les osmorécepteurs vont détecter le problème. On informe l'hypothalamus, et l'hypothalamus, ce qu'il va faire, même réponse que tantôt, que ce soit des barorécepteurs ou des osmorécepteurs qui le stimulent, lui, il réagit de la même manière. Il stimule la neurohypophyse, qui fait de la DH, va sur les reins, réabsorbe l'eau. Donc, en réabsorbant l'eau, j'ai un plus grand volume. OK? Et si j'augmente le volume sanguin, volume de sang, ça fait quoi? Ça vient diluer la concentration. Donc, si je rajoute du liquide, ça dilue, ça diminue la concentration, ça diminue la pression osmotique. Ça redevient une concentration normale. Ce genre de problème, vous pouvez l'aligner d'une manière ou d'une autre, c'est vous qui allez choisir. Donc, si je pose cette boucle-là à l'examen, puis je vous parle d'un problème médical similaire, je vous laisse le choix, mais faites attention, ne mêlez pas tout. Si pour vous, c'est plus clair de la partir d'une pression osmotique, parfait. Donc, faites attention, mais des fois, vous confondez le mot pression artérielle et pression osmotique. C'est deux choses différentes. Si cette maladie-là provoque une augmentation de la pression osmotique, c'est correct, mais en même temps, elle provoque une diminution de la pression artérielle. Donc, souvent, les gens prennent par cœur, ne comprennent pas grand-chose, puis là, ils mélangent les deux mots, ils ont après augmentation, puis là, diminution, puis ils se mélangent. Prends-en un, mais il faut que ça soit logique. Puis soyez cohérents. C'est pas rare que je vois un étudiant qui me parle d'une diminution de pression artérielle, puis là, oui, puis il revient à l'autre, puis il me parle d'osmorécepteurs. Ça n'a aucun rapport. Si vous me parlez de diminution de pression artérielle, c'est les barorécepteurs que j'ai écrits tantôt pour détecter. Donc, vous devez être cohérent avec votre choix. Mais une boucle ou l'autre arrive à la même réponse. Okay? À part des différences de termes, pression artérielle ou osmotique, c'est un peu différent, mais c'est similaire, c'est le même sens, c'est la même hormone, le même effet. Okay? Faut juste faire attention. Donc, que vous le partez de la pression artérielle ou vous l'alignez de la pression osmotique, ça ne me dérange pas, mais vous devez être cohérent avec le reste par la suite. Et si vous me dites à la fin, ben, on a un plus grand volume sanguin, c'est vrai dans les deux cas, mais le plus grand volume sanguin, ça augmente la pression artérielle et ça diminue la pression osmotique parce que vous diluez. Donc, selon votre choix, vous choisissez le bon élément. Donc, voilà pour ça. Maintenant, la dernière hormone, c'est la situation inverse. Alors, à date, j'ai parlé d'angiotensine 2, d'aldostérone et d'ADH. Les trois hormones, bien qu'ils ont des nuances et des effets différents, contribuent à remonter la pression. Qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal quand la pression est trop forte et que vous voulez la diminuer? Là, c'est très simple, vous avez un seul choix. La seule hormone dans votre corps qui peut faire ça, c'est la FNA. Donc ça, c'est la dernière boucle que je vous présente, qui est matière à l'examen. On part ici, exemple, on a un trop grand volume sanguin, vous avez bu trop de liquide,
je ne sais pas, c'est la fat, vous buvez trop d'alcool, trop de bière, peu importe, ou encore l'injection d'un soluté de façon trop importante, trop de liquide dans votre corps. Donc, trop grand volume, ça amène une plus grande pression artérielle. Ça, c'est mon déséquilibre. J'ai les récepteurs, barorécepteurs, mais ici, sont situés à un seul endroit. L'organe responsable de la FNA, c'est l'oreillette droite du cœur. C'est impossible du côté gauche, c'est vraiment l'oreillette droite qui a quelques cellules spécialisées pour la production de cette hormone-là. Donc, les barorécepteurs sont très locaux ici. Ils sont situés vraiment dans l'oreillette droite et on va détecter les jeux de pression à l'intérieur de l'oreillette. Ça veut dire que s'il y a beaucoup de liquide, il y a plus de sang qui revient à l'oreillette droite et ça va comprimer, faire une pression plus forte sur les parois de l'oreillette. Ce qui fait que les récepteurs qui sont situés dans la paroi vont être stimulés et vont activer le centre de régulation. Dans ce cas-ci, c'est des cellules spéciales, les cellules endocrines de l'oreillette, qui vont relâcher la FNA. La FNA, elle fait deux choses. C'est un petit peu l'inverse de l'angiotensine, en fait. L'angiotensine 2. Elle va jouer, dans un premier temps, sur les vaisseaux sanguins pour faire une vasodilatation. Donc, la FNA, c'est un puissant vasodilatateur qui va évidemment diminuer la résistance. Donc, au lieu d'être comme ça, les vaisseaux sanguins deviennent grands. Donc, plus grand diamètre, plus d'espace, moins de pression sur les parois. Donc, l'ensemble des artérioles artères vont se dilater, ce qui va soulager la résistance. Et évidemment, en fait, il va y avoir moins de résistance, moins de frottement ou de pression sur la paroi. Et l'autre effet, en plus de la vasodilatation, c'est l'effet sur l'urine. Donc, on va agir sur les reins. Et contrairement à ce que je vous disais tantôt avec l'angiotensine 2, la FNA va permettre aux reins d'augmenter la production d'urine. Et si j'augmente la production d'urine, ça augmente les pertes d'eau dans le corps. J'ai moins de liquide dans le corps, donc si j'ai moins de liquide, j'en ai moins dans le sang, ça diminue le volume sanguin. Et si j'ai moins de liquide, ça diminue la pression artérielle. Donc la réponse finale de tout ça, que ce soit la vasodilatation ou l'augmentation de la production d'urine ou de la diurèse, dans les deux cas, on contribue à diminuer la pression artérielle. On joue encore une fois sur les deux facteurs, le facteur du diamètre versus le facteur de la quantité de liquide, du volume. Et donc, la FNA, c'est vraiment une hormone qui est très puissante également, puissant vasodilatateur, qui a un effet généralisé dans le corps en termes de vasodilatation pour l'ensemble des artères, et en même temps, augmente la production d'urine pour justement, c'est donc un effet diurétique. Les médicaments qui émettent la FNA parlent de diurétique, parce que non seulement c'est un vasodilatateur, mais également, on va augmenter l'élimination d'urine. Donc, voilà, ça conclut pas mal les boucles. Comme je vous disais, c'est pas tellement difficile à comprendre, mais il y a un effort d'étude. Il y a quand même du par cœur et surtout, il ne faut pas les mélanger. Donc, avant de vous quitter pour de bon, ce que je ferai, un petit résumé vite, parce que je sais que ça fait beaucoup d'informations. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un petit problème technique. On va juste régler ça. OK, voilà. Je m'excuse pour le petit cafouillage. Donc, rapidement, vous avez les deux réponses nerveuses. Toujours identifier le problème. Vous avez les réponses hormonales. Donc, problème versus solution. Si vous avez un problème de pression artérielle trop fort, évidemment, vous le savez maintenant, on va diminuer la pression. Vous avez 3 hormones. Vous avez une hormone pour faire ça. La seule façon, c'est la FNA. Et là, vous me sortez la boucle FNA qu'on vient de faire. Ou, si vous avez le problème inverse et que la pression est trop faible, votre solution, c'est de remonter la pression. Donc, encore une fois, posez-vous cette question-là. Et dans ce cas-ci, quand vous voulez avoir un effet d'augmenter la pression, vous avez 3 choix hormonaux. C'est soit la boucle associée à l'angiotensine 2, c'est soit de l'ADH ou l'aldostérone. Et parfois, j'ai des gens qui me disent « Ouais, mais l'aldostérone, il n'y a pas vraiment de boucle. Vous l'avez vu dans l'angiotensine 2. » La boucle, il n'y a pas vraiment de boucle, l'aldostérone. C'est simplement que l'angiotensine 2 stimule les glandes surrénales qui font l'aldostérone qui absorbe l'eau. Donc, elle est comme inclue dans l'angiotensine 2. Ça fait qu'il y a comme 2 vraies boucles, l'angiotensine 2 et l'ADH. Mais en fait, il y a 3 hormones avec 3 effets relativement différents. ADH, l'aldostérone réabsorbe l'eau. Puis l'angiotensine 2
par l'intermédiaire de l'aldostérone peut absorber l'eau, oui, mais surtout est un vasoconstricteur et tout ça fait en sorte qu'on va contribuer à augmenter la pression. Donc, tant que vous séparez ça, ça va. Parce qu'évidemment, c'est le principal erreur qui coûte cher à l'examen, c'est que vous partez à l'envers. Ah oui, la pression est forte, fait que on remonte la pression. Là, vous allez vite parce que vous avez bien étudié. Puis là, vous partez de là, puis vous me sortez en angiotensin 2, fait que là, c'est 0. Donc, il faut toujours bien distinguer ça. Puis après, ben, si vous distinguez ça, il n'y a aucun problème, ça devient simple. C'est évidemment un effort de par cœur, d'étude. Mais si vous connaissez bien vos boucles sur le bout de vos doigts, ben après, c'est juste de poser la bonne question. Et là, ça devient très simple. Puis c'est même des points facilement gagnés, ce qui fait généralement des bons résultats à l'examen pour ces questions-là. Si vous êtes bien prêt et si vous posez cette question-là. Alors, je vous souhaite une très belle étude. Bon courage, c'est le dernier élément avant l'examen final. Et si d'ici la fin si d'ici l'examen vous avez des questions, des choses ne sont pas claires, particulièrement aujourd'hui, c'est une capsule qui est ardue, vous ne vous gênez pas. Toujours comme d'habitude, vous me posez des questions. Donc, bonne étude et on se revoit pour une prochaine capsule.